Bonjour à tous et bonjour Pierre. Bonjour à tous, salut Clément et merci Rocket for Sales pour l'invitation. Merci à toi de te prêter au jeu aujourd'hui et on va avoir plein de choses super intéressantes. Tu vas te présenter pour savoir un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si on te connaît bien, te présenter, nous parler d'un sujet qui t'est cher et là où tu excelles notamment sur l'employee advocacy et qui a un réel impact et on a hâte que tu nous parles de ça. En préambule, pour ceux qui participent, en fait, on vous invite à poser vos questions dans le chat qu'on couvrira plutôt en fin du webcast, de manière à partager à tout le monde en fait, vos questions et à Pierre de l'interroger sur son expertise. Donc n'hésitez pas et on les traitera en fin de session. Et donc pour commencer, Pierre, est-ce que tu peux nous parler de toi, sur qui tu es, comment t'en es arrivé là, qu'on Ouais, comprenne mieux un petit peu ton parcours. bon déjà merci pour cette introduction, merci pour le jingle aussi on a bien l'impression d'être sur BFM TV, ça donne la pêche. Là, il y a du Euh, niveau, hein. ouais, il y a du niveau, il y a du niveau. Et là je vois ma tête sur l'écran, c'est catastrophique, donc je m'excuse déjà pour les petites traits fatiguées, pourtant j'ai bien dormi. Alors juste pour m'introduire, ouais, en fait moi je voulais faire une transition et expliquer rapidement en fait mon parcours de LinkedIn à Hublot, puisque évidemment il y a derrière tout ça toute une stratégie de communication, puisque en fait quand j'ai commencé donc en 2017, mon début de carrière, ma sortie d'études, tout frais, jeune diplômé avec un prêt études à rembourser au passage, j'avais 0 abonné sur LinkedIn à l'époque et en 2021 j'ai commencé à faire mes premiers posts sur LinkedIn. Alors, je l'ai fait sans savoir réellement sans avoir de revendications particulières, en tout cas sans avoir une stratégie particulière. Moi, l'idée à l'époque, c'était vraiment de prendre la parole et de dépoussiérer un peu les codes du recrutement. Il y avait un petit peu un fond de colère derrière tout ça pour voilà, bousculer un peu l'existant et notamment au travers des témoignages de mes candidats. Toujours est-il que j'ai commencé donc à poster en 2021 et je suis passé en un an de 0 à 30 000 abonnés. Et puis Et ensuite, en Pierre, 2022, comment tu as réussi à faire pour arriver à cette croissance alors, fulgurante, parce que nous, on poste souvent aussi chez Rocket for Sales, mais on n'en est pas encore à 30 000. Donc du coup, ça a été quoi ton secret? écoute, mon secret, ça a été de pas trop me poser de questions. Mhm. À l'époque, on parlait beaucoup moins de la stratégie de communication, on parlait encore moins de personal branding sur LinkedIn, j'entends, parce qu'on en parlait déjà ailleurs sur les autres réseaux, mais disons que moi, j'y suis allé voilà, avec un peu de culot, sans trop réfléchir. Et après, c'est la régularité à l'époque qui m'a amené à ces résultats. Je dirais que les premiers posts, ils n'étaient pas nécessairement incroyables. Je les relis, je ne suis pas toujours très fier de ce que j'écris. Néanmoins, je ne vais pas cracher dans la soupe puisque c'est aussi ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais il faut Mhm. aussi avoir en tête qu'à l'époque, en 2021, il y avait moins de créateurs de contenu et donc la récurrence et la fréquence rapportaient davantage de visibilité qu'aujourd'hui. Donc, je pense que si je me lançais à nouveau aujourd'hui, j'aurais peut-être pas une évolution aussi importante en l'espace d'un an. Néanmoins, c'est pas parce qu'on se lance aujourd'hui en 2024 qu'on constate pas des chiffres assez impressionnants Ouais. quand on se lance et qu'on a un peu de régularité. En Donc du tout cas, coup, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est en fait, faut tenter. Alors du coup, tu as eu la primeur au premier, donc du coup, tu faisais partie des premiers créateurs de contenu, mais tu t'es pris au jeu sans trop te poser de questions. Et c'est peut-être ça aussi le jeu, c'est des fois, faut pas se poser trop de questions, quoi. bah, en fait, l'action prime toujours sur la perfection. Donc, en fait, il y a un moment donné, l'idée, c'est de pas avoir, de pas attendre d'avoir le poste parfait, de publier, de tester, d'ajuster, d'exprimer sa propre voix, de commencer petit, mais de commencer. Pour moi, le silence, il est en réalité pire que la critique.
Vaut mieux être critiqué plutôt que d'être, entre guillemets, oublié. Et voilà, LinkedIn, c'est avant tout un entraînement, c'est une salle de sport. Donc, je pense qu'il faut se lancer, il faut y aller et il ne faut pas se poser trop de questions. En tout cas, moi, grâce à ça, en 2022, ça m'avait apporté un petit peu de visibilité. Et c'est cette visibilité qui m'a notamment amené chez Hublot, puisque j'ai été identifié, contacté par ce biais-là, et notamment par la récurrence de mes posts. Et c'est comme ça que finalement, aujourd'hui, on en est là à en parler, 2024. Donc, j'ai moins grandi en termes d'abonnés parce que je suis passé de 0 à 30 en quasiment un an. Aujourd'hui, je suis à quasiment 70, mais il s'est passé quand même 2 ans depuis. Néanmoins, voilà, 69 000 abonnés plus tard, des dizaines de recrutements, je considère qu'il est temps de repartager. Finalement, 3 ans de publication, c'est peu sur LinkedIn. C'est peu pour arriver à se positionner en expert. Néanmoins, je pense que j'ai quand même appris des choses qui peuvent être intéressantes et c'est ça un peu l'objectif de la conversation aujourd'hui, de pouvoir retransmettre un peu mes conseils pour vous engager à vous lancer et notamment sur de l'employé advocacy. Voilà. Merci Pierre, parce que c'est impressionnant toute cette croissance en si peu de temps et on a hâte pour lancer un peu le sujet à proprement parler. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision sur l'employee advocacy? Toi, comment tu la conçois et à quoi ça correspond vraiment dans ta tête pour qu'on soit aligné sur le sujet? Déjà, on va peut-être en faire une définition. L'employé advocacy, c'est tout simplement le fait, c'est tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux de la part des collaborateurs, de vos collaborateurs. C'est concrètement vos collaborateurs qui vont faire de la pub à votre entreprise, mais pas seulement. Et j'attire votre attention là-dessus parce qu'on a tendance à dire, voilà, l'employé advocacy, c'est juste entraîner ses collaborateurs à faire de la pub sur les réseaux. Pas nécessairement. En réalité, aujourd'hui, la visibilité et votre positionnement et votre expertise, c'est aussi une forme de valeur ajoutée à la fois pour vous, mais également pour l'entreprise qui va rayonner par l'expertise de ses collaborateurs. Donc, l'employé advocacy, c'est vraiment ça. C'est à la fois comment les collaborateurs vont parler de l'entreprise sur les réseaux sociaux, mais aussi comment eux-mêmes se positionnent en experts dans leur réseau. Et c'est ça qui fait rayonner au global l'entreprise. Donc, voilà un peu ma vision de l'employé advocacy. Et si on va un peu plus loin sur où est-ce qu'on va vers quoi on va avec l'employé advocacy, je pense qu'on n'en est qu'au début. Les Américains ont beaucoup plus d'avance sur nous sur ce sujet-là et comme bien souvent sur les sujets de tech, d'influence et autres. Mais on est vraiment au début et je trouve que je le constate, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ces sujets-là. Et c'est simple, on va y venir. Si on parle un peu des chiffres, il y a une vraie cohérence à s'intéresser aujourd'hui à l'employé advocacy. Typiquement, aujourd'hui, il y a environ et seulement 3% des employés qui partagent du contenu de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très peu. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression qui est énorme. Pour autant, quand un collaborateur publie, il va créer 8 fois plus d'engagement qu'une page entreprise. Et ça, c'est hyper puissant. Si on se tourne du côté des commerciaux qui publient régulièrement, pas seulement eux d'ailleurs, mais on a jusqu'à 7 fois plus de chances de convertir des prospects quand la parole vient des salariés. Et enfin, et ça c'est mon chiffre préféré évidemment, c'est qu'on a environ 45% des candidats qui se sentent plus enclins à postuler si une connaissance de leur réseau partage des informations sur l'entreprise sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est hyper puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, les candidats vont être plus enclins à s'intéresser à votre entreprise et à postuler si vos collaborateurs en interne partagent des informations à leur réseau. Et ça, c'est un levier puissant, surtout quand on sait la galère que c'est de recruter. Je le vis au quotidien. Et donc, c'est du gagnant-gagnant finalement. Là, c'est vraiment les chiffres finalement pour souligner la puissance de l'employé advocacy. Mais si on va un peu plus loin, l'employé advocacy, si vous le mettez en place de façon intéressante et bien établie dans votre entreprise, vous allez avoir des collaborateurs qui vont potentiellement se sentir aussi plus engagés,
Ils vont développer des nouvelles compétences de rédaction, notamment. Donc, en fait, ça enrichit aussi le collaborateur d'un point de vue plus personnel et pas forcément entreprise. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec l'employé advocacy, puisque ça ne bénéficie pas seulement à l'entreprise, ça bénéficie également aux collaborateurs. Et spoiler, évidemment, ça les expose aussi à se faire démarcher plus facilement. Voilà, il faut trouver la juste balance, mais maintenant, il faut aussi, je pense, l'accepter. Et les collaborateurs qui ont envie de rester resteront. Ouais, merci Pierre. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais. Moi, j'ai le souvenir quand j'ai monté la société il y a 6 ans, il y avait Spendesk. Spendesk, c'était 50 personnes, je pense, sur Paris à l'époque. Et dans mon souvenir, moi, j'avais l'impression que la boîte, c'était déjà 200 personnes. Et eux avaient déjà mis en place, tout le monde postait, etc. Ils étaient ultra visibles sur les réseaux sociaux, non pas que sur la page entreprise, mais vraiment auprès des personnes. Et je trouve que ça donne une puissance supplémentaire à la boîte en termes de visibilité de marketing et donc du coup de faciliter effectivement le recrutement dessus parce que ça crée un trust auprès. Mais j'ai trouvé ça impressionnant à l'époque, l'impact que ça pouvait avoir quand une boîte le mettait en place à l'échelle de sa société. Ouais, c'est hyper puissant et on va le voir de plus en plus. Il y a un autre élément qui est à prendre en compte avec l'employé advocacy, c'est que alors tout dépend comment c'est formulé et comment on implémente ça dans l'entreprise et quelle tonalité les collaborateurs vont avoir. Mais moi, typiquement, un des éléments, c'est que l'employé advocacy, je veux pas que ça soit du bullshit et je veux que les gens, quand ils prennent la parole, ils se sentent à l'aise de parler à la fois du boulot, mais pas seulement. Je veux aussi qu'ils se sentent à l'aise et légitimes de parler de leur propre expertise et aussi de parler de sujets plus perso. C'est ça qui va constituer, je pense, une bonne stratégie d'employé advocacy. Et c'est pas juste d'arriver avec des posts promotionnels sur la culture de boîte. Moi, je pense qu'il faut parler authentique et vrai. Les bonnes stratégies d'employé advocacy, celles qui vont marcher, je pense, à l'avenir, c'est aussi celles qui sont le juste reflet de la réalité et de la vie au quotidien dans la boîte. Super. Du coup, on va pouvoir passer à la première partie partir de la base. Je pense que ça part de comment convaincre son COMEX. Et puis après, les employés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'importance de ça, sur comment les convaincre, l'importance de convaincre son COMEX qui va pouvoir répercuter aussi l'impact. Est-ce que tu, sur les employés, et nous parler de tout ça, Pierre, s'il te plaît. Ouais, écoute, il est simple, hein. Enfin, je dirais que la partie la plus simple, c'est peut-être de convaincre le COMEX. Tout dépend évidemment de leur appétence avec les réseaux sociaux. Maintenant, il y a un certain nombre d'études et de chiffres qui prouvent l'impact de la puissance de donner la parole à ces collaborateurs qui devraient normalement vous permettre d'appuyer un peu votre argumentaire. Je pense qu'il faut arriver avec de la data. Moi, ce que j'ai fait typiquement chez Hublot, c'est j'ai réuni mon COMEX. J'avais préparé tout un Notion avec voilà pourquoi c'est si important pour nous. Alors, dans un premier temps, d'un point de vue business, j'aurais sorti un peu les chiffres. 70% des consommateurs se sentent plus connectés à une marque quand ce sont les personnes qui parlent directement, que ce soit le COMEX ou les collaborateurs. 64% des consommateurs veulent également des marques qui se connectent avec eux via les réseaux sociaux et via la parole des collaborateurs. Et 91% des gens croient au pouvoir finalement des réseaux sociaux pour se connecter, et notamment via LinkedIn. Donc déjà, j'aurais présenté un petit peu les chiffres sur l'impact que ça peut avoir sur la partie business aussi. Donc, je pense qu'il faut arriver avec de la data et être factuel, leur présenter un peu tous ces éléments-là, et puis aussi leur parler de l'intérêt que ça peut avoir pour les collaborateurs. Je vous le disais tout à l'heure en préambule, l'employé advocacy, c'est aussi pour les collaborateurs l'opportunité de développer des compétences de rédaction, de prise de parole, d'exposer son expertise plus largement. Et ça, c'est un bénéfice aussi que j'ai présenté
à notre COMEX pour les engager. Il y a un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de leaders dans nos entreprises prennent la parole sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont compris l'importance de ne pas parler uniquement en tant qu'entreprise, mais de parler aussi en tant que personne et d'exposer à la fois l'expertise, mais aussi les leçons, les échecs, de se rendre plus vulnérable, accessible pour connecter avec les gens. Et ça, c'est un élément aussi qui est assez décisif. Et je leur ai dit, voilà, vous n'êtes pas assez visible, on vous voit peu. Et vous avez un énorme levier à jouer pour aller chercher de l'impact. Et l'autre point, c'est que je leur dis, demain, cette stratégie, on aimerait l'élargir. Mais en fait, vous êtes les premiers à devoir en être les ambassadeurs. Et il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui ne jurent que par le lead by example. C'est un peu le cas aussi chez nous. L'idée, c'est d'avoir, si votre COMEX ne porte pas l'exemple, à minima ne se confronte pas au jeu, ça va être difficile de convaincre derrière vos collaborateurs. Donc moi, j'ai décidé d'engager d'abord mon COMEX, de les accompagner tout au long du challenge qu'on a mis en place, je vais y revenir, mais vraiment de gamifier un peu la chose pour que finalement on en fasse quelque chose d'assez fun, de challengeant, d'un peu compétitif, avec un objectif à terme qui va être de calculer et de traquer l'impact de cette opération, puisque donc nous, on a mis une opération en place pendant plus d'un mois sur lequel j'ai engagé mon COMEX à faire des publications régulièrement. Alors, sur la base du volontariat, ça je précise, que ce soit pour votre COMEX ou pour vos collaborateurs, je pense qu'il faut toujours garder la notion de volontariat. On ne peut pas forcer des gens à publier sur LinkedIn. D'autre part, il faut que ça soit un plaisir, il ne faut pas que ça soit vécu comme une corvée. Donc voilà comment je l'ai exposé, et puis après je les ai accompagnés et je leur ai bien montré comment ils n'allaient pas être tout seuls dans à la fois la rédaction, la relecture, le posting, etc., etc. Donc si je reviens rapidement sur ce que j'ai mis en place, arrêtez-moi hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je prends. Oui. Mais typiquement, donc moi j'ai mis en place un challenge avec mon exco. Je pense que vous avez dû les voir sur LinkedIn à un moment donné. Concrètement, ça a donné des posts qui ont super bien fonctionné. On avait un post par semaine à faire par membre participant. Donc moi j'avais 4 participants. J'avais 2 de nos cofondateurs, j'avais notre Chief People Officer, j'avais Maxime, notre Chief Strategy and Officer Expansion, et puis j'avais voilà, Antoine. Pierre, c'était les 4 personnes, c'était tes sponsors du sujet en interne, ils étaient tous embarqués déjà depuis le début? C'était mes cobayes. C'est moi qui les ai sensibilisés. J'ai pas eu grand-chose à faire puisqu'ils avaient déjà, je pense, Adrien comme Antoine, comme Lucie et comme Max, bien saisi l'enjeu de l'importance de publier sur LinkedIn. Et l'idée, c'était plutôt de se lancer et d'y aller avec un peu plus de récurrence qu'habituellement parce qu'ils sont quand même déjà réguliers et coutumiers sur le fait de publier. Mais là, l'idée, c'était de resserrer un peu les taux et de le faire sur une vraie période dédiée avec plus de volumétrie. Et derrière, de tester. Parce que je pense que c'est important. Quand je disais tout à l'heure, c'est quoi le conseil pour vous lancer? En fait, lancez-vous et testez. C'est pareil sur l'employé de Vocacy. Allez-y, testez, ajustez. Et l'idée, c'était vraiment de voir si cette expérience allait fonctionner ou non et de voir si on allait la dupliquer plus largement au reste de l'entreprise. Résultat, ça a quand même plutôt très bien fonctionné, puisque sur la période, au global, j'ai eu à peu près plus 23% de followers sur la page Hublot, plus 12% en visiteurs uniques, plus 5% sur la page de vues, hein, j'entends. Et au global, on a fait 205 000 vues, plus de 2000 likes. Alors, j'ai aussi fait un classement, donc c'est Maxime qui a remporté le challenge avec 110 000 vues, 947 likes. Antoine avec 45 000 vues et 539 likes. Adrien, 34 000. Lucie, 15 000. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qu'on a traqué sur toute la période, c'est à la fois les métriques des posts LinkedIn qui ont été rédigés, mais c'est aussi la visibilité de la page entreprise Hublot. C'est aussi la performance en visibilité des profils de chaque participant. Et on a vraiment vu un avant et un après. Et en fait, on a traqué ça tout au long du challenge.
Et ça nous a permis d'arriver à des conclusions intéressantes, d'avoir ces résultats et de pouvoir derrière se dire, OK les gars, est-ce qu'on n'irait pas le dupliquer? Et si on duplique, comment on s'y prend? Et donc là, très récemment, en interne chez Hublot, dans la même approche finalement, j'ai présenté les enjeux de l'employé advocacy, j'ai présenté les enjeux pour l'entreprise bien sûr, mais aussi les enjeux individuels. L'un des succès de l'employé advocacy, c'est de montrer à vos collaborateurs en quoi ils vont être gagnants. L'idée, c'est pas de parler que en son propre nom. Et donc, pour que vos collaborateurs soient gagnants, il faut qu'il y ait quand même du contenu, il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut qu'il y ait pas mal de choses qui soient mises à leur disposition, des postes qui sont déjà préétablis, des conseils de copywriting, des choses comme ça. Il y a quand même suffisamment de contenu aujourd'hui sur les réseaux et partout sur Internet pour justement pouvoir bâtir quelque chose qui ne soit pas forcément ultra complexe, mais de quoi réunir vos collaborateurs dans une pièce et leur dire voilà ce qu'on va mettre en place. Et donc moi concrètement, comment ça s'articule. Voilà, Pierre, je te coupe là. Il est super intéressant ton conseil de tiens, on peut trouver du copywriting. Si tu étais une boîte qui démarre là-dessus et qui est peut-être un peu moins à l'aise que toi sur le copywriting, qu'est-ce que tu pourrais conseiller de mettre en place en step 1 sur le sujet pour les aider? Pour les aider, moi je pense qu'il y a un élément qui est essentiel, c'est d'identifier des champions en interne. Moi j'en avais déjà identifié du coup des champions par mon COMEX et c'est potentiellement d'identifier des leaders de projet. Quand j'entends des leaders de projet, ça peut être des personnes qui ont envie de s'engager sur la publication ou qui sont habituellement plus présents sur LinkedIn. En général, vous les avez déjà identifiés. Ces gens-là, vous allez les aborder, leur dire voilà le projet, on aimerait que tu t'investisses dans des groupes, dans des ateliers de training sur la publication sur LinkedIn. Pas forcément besoin d'être expert non plus pour se lancer, mais voilà, d'identifier des relais. Parce que si vous n'avez pas ces relais, ça peut potentiellement être compliqué. Moi, aujourd'hui, j'avais déjà des relais et puis j'ai aussi mon expertise et mes petites années d'expérience à mon petit niveau de publication sur LinkedIn qui m'ont permis d'arriver à faire ça assez facilement. Mais demain, vous, si vous n'avez pas, entre guillemets, cette expertise en interne, vous avez nécessairement, en tout cas, des gens qui savent écrire, des gens qui ont potentiellement envie de s'impliquer sur des projets transverses. Et ça, c'est un sujet qui peut être intéressant. Génial. Ouais. Moi, typiquement, je les ai engagés un peu comme ça. Voilà, je me suis dit, on va refaire un deuxième challenge. S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Donc, je leur ai partagé les résultats de notre COMEX. Et donc, je leur ai présenté un peu le quoi, le comment, le quand et qu'est-ce qu'ils vont gagner. Donc, aujourd'hui, l'idée, moi, c'est d'engager un peu les gens chez nous sur un challenge collectif, sur la base du volontariat. J'y tiens, je pense que c'est important. Il ne faut pas forcer vos collaborateurs. Ensuite, c'est le comment. Comment on s'y prend? C'est demain avec vos champions, mais c'est aussi d'entraîner et de mettre à disposition des ressources pour que vos collaborateurs ne se sentent pas lâchés dans la nature. Sinon, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis, c'est de définir des objectifs. Si vous ne définissez pas des objectifs, ça va être un coup d'épée dans l'eau. L'idée, c'est d'avoir un truc qui soit un peu challengeant. Bon, moi, je ne suis pas parti sur un truc trop ambitieux. L'idée, c'est que chaque participant fasse au moins 2 posts sur la période. Et moi, je fais les sessions de training donc sur le mois d'octobre. Et puis, les dates du challenge, ça va démarrer, même si en réalité, j'ai déjà des gens qui sont hors compétition, qui ont déjà commencé à m'envoyer des écrits. Et je leur donne 3 conseils et ils sont déjà en train de publier. Le vrai challenge officiel démarre du 2 novembre au 9 décembre. Et nous, on a de la chance. On a fait une levée de fonds il n'y a pas très longtemps. Et du coup, on va pouvoir reward $100 000 les gagnants. C'est absolument faux, évidemment. Non, mais par contre, il y a l'idée de challenger et donc on aura des surprises et on va communiquer à la soirée de Noël qui clôture à la fois l'année et le trimestre, donc la semaine du 9 décembre. On va communiquer les nouveaux top voice LinkedIn de l'entreprise. Et je pense que c'est important de gamifier, de le rendre un peu fun le truc parce que sinon ça peut être vécu comme une corvée et c'est absolument pas l'objectif. Et donc nous on l'a gamifié un peu de cette façon-là. Ça a super bien pris. J'ai une 30aine de participants. Je vais devoir ouvrir une autre session. Donc voilà, maintenant on verra et rendez-vous dans 2 mois pour voir ce que ça sera dans les faits et vous partager les résultats. Mais pour l'instant, la dynamique, elle est super positive et on y va avec beaucoup d'envie et de bonne humeur. Donc voilà, en tout cas, ce que nous,
on a mis en place. C'est la recette que j'ai appliquée chez Hublot. Il y a plein de façons de le faire, mais je pense quand même que là, vous avez des ingrédients qu'on va retrouver un peu partout sur des programmes d'employés advocacy qui sont bien menés. Et quels sont les indicateurs que tu vas mesurer pour ce challenge que tu vas mesurer pour ce mois de challenge? Alors, moi, les indicateurs que je vais aller regarder, ça va être le nombre de followers sur la page entreprise, D'accord. le nombre de vues sur la page entreprise, l'augmentation du trafic, l'augmentation du nombre d'abonnés. Bon, ça, je viens de le dire, mais je vais faire potentiellement un peu la même chose sur le profil des collaborateurs. Je D'accord. précise qu'on va aller aussi chercher le SSI score. Donc, le SSI score, c'est quelque chose que vous pouvez calculer de façon hyper facile sur Internet. Vous tapez Social Selling Index LinkedIn sur la barre de recherche. Vous vous connectez à votre compte LinkedIn et vous allez avoir votre score. Moi, je vais aller traquer le score au début de l'opération et à la fin. Évidemment, cet impact score, il est déterminé par plusieurs éléments. Mais normalement, si pendant la période, vous appliquez un peu tous les conseils qu'on vous aura donné, que j'ai donné en tout cas de mon côté, je vais voir une évolution. Et ça aussi engage et ça montre à nos collaborateurs l'impact de publier régulièrement sur leur propre profil LinkedIn. Donc voilà un peu dans les grandes lignes les choses que je vais aller traquer, le nombre de vues, le nombre d'impressions, le nombre de likes, etc., etc. Ok, génial. Génial. Et donc là, comment tu sens tes équipes là, sur les 30 personnes là, tu sens que là, ils sont tous embarqués sur le sujet? Ouais, ils sont plutôt embarqués sur le sujet. Maintenant, voilà, moi, ce que je m'attache à faire, c'est de les embarquer sur les étapes clés pour se lancer sur LinkedIn. Bon, je vais vous refaire un partage d'écran. J'avais dit que je le ferais pas, mais je vais quand même le faire. Je vais sortir de là et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Typiquement, chez moi, si je vais sur ce que j'ai partagé à mes équipes, hop, l'employee advocacy, hop, mes équipes aujourd'hui, ils vont avoir voilà, un Notion sur lequel derrière j'ai dupliqué le Notion par personne participante. Et donc là, on a toutes les étapes. Et donc dans chaque étape, chaque personne va pouvoir aller se familiariser avec typiquement qu'est-ce que le SI score, calculer son SI score ici. Après, la deuxième étape, c'est aussi de familiariser les gens avec l'algorithme, donc leur expliquer un peu les règles du jeu, les clés pour hacker un peu l'algorithme, les contenus qui performent le plus, les carousels, les histoires perso, les questions engageantes, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de leur prémâcher un peu le travail et de leur expliquer un peu ce qui fonctionne, la stratégie tofu, mofu, bofu, donc le top of the funnel, le middle of the funnel et le bottom of the funnel, c'est des stratégies de communication en entonnoir. L'idée, voilà, je leur ai fait ça de façon individuelle. Ils ont tous une page sur laquelle ils vont potentiellement pouvoir aller suivre leurs différentes étapes, calculer leur SSI score, voir où est-ce qu'on en est en schéma Kanban, calculer un peu leur data au lancement du projet, et puis suivre les différentes étapes. Et ça permet vraiment de les engager et ça leur donne envie d'avancer. Voilà ce que je voulais vous partager rapidement. Bah, merci Pierre, parce que en fait, c'est intéressant ce que tu mets, parce que ça veut dire qu'il y a un vrai, enfin, c'est pas juste quelque chose qu'on lance comme ça, un peu dans la nature. Tu as professionnalisé le sujet et on voit que tu l'as structuré, vraiment, fort et ça te permet de collaborer avec eux, dessus. Donc merci, d'avoir partagé ces éléments et d'ailleurs, je voulais te poser une question, notamment autour des tendances sur LinkedIn à pas manquer. Est-ce que tu as des exemples, notamment à la fois pour le COMEX et pour les employés, de choses? Comment tu fais pour détecter ces tendances? Comprendre un peu ta manière de faire là-dessus. Alors, déjà, il faut savoir que les tendances, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Les posts qui marchaient il y a 6 mois ne seront pas nécessairement les posts qui marcheront demain. Tout simplement parce qu'en fait, les templates, les contenus qui performent sont souvent repris. Et donc, en fait, il y a un moment donné une certaine forme de lassitude, puisque nouveau post qui performe, potentiellement, ça change un peu sur la forme. Derrière, ça va être repris et dupliqué. Donc, je pense qu'il faut toujours challenger un peu le statu quo et se remettre en question de façon assez régulière. Néanmoins, on constate que aujourd'hui, ce qui performe bien, si on prend la stratégie d'entonnoir, le tofu, mofu, bofu, ça va être
60% de sujets top of the funnel, des contenus assez larges qui engagent, qui vont vous permettre de vous faire connaître. Ensuite, c'est des contenus plutôt middle of the funnel pour 30% de vos publications. Donc là, vous allez plus vous positionner en expert. Vous allez parler de sujets qui sont plus précis. Et après, c'est le dernier, le bottom of the funnel, donc le dernier point de l'entonnoir, où là, on va être plus sur des sujets d'expertise, de niche. Vous allez parler directement à votre audience et l'objectif, c'est de convertir. Moi, je pense qu'il ne faut pas partir trop sur de l'expertise dès le départ, sinon vous n'allez pas vous faire connaître, vous allez avoir une audience qui va être relativement restreinte. Je pense aussi qu'il faut savoir élargir les piliers de communication. Moi, j'en ai défini quelques-uns. Je dirais qu'il y en a un qui est le pilier d'expertise. Sur ce pilier d'expertise, vous pouvez adapter la stratégie de tofu, mofu, bofu. Ensuite, il y a un pilier qui est plus un pilier de good news, de nouveautés, de typiquement, voilà, on recrute sur notre équipe, ou là, on était sur un séminaire récemment, donc plutôt de culture et de valeurs et de nouvelles dans votre job, dans votre quotidien, dans votre boîte. Et puis, le dernier point, c'est les posts perso. Moi, je trouve que les posts perso marchent très bien. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de raconter des histoires, de parler vrai, de parler authentique, de parler avec sa propre voix et de ne pas arriver avec des trucs trop bateaux. Donc après, il faut évidemment respecter des règles de copywriting qui sont grosso modo des règles qui fonctionnent bien et un peu pour tout. Moi, je dirais que les 7 règles de copywriting, ça va être d'aller à l'essentiel, d'éviter de se justifier les répétitions, les longueurs, les hors-sujets, les phrases trop longues, typiquement, de donner du rythme, de rendre vos posts un peu scannables. Donc, scannable, ça veut dire de ne pas faire des gros pavés, de les aérer, d'avoir à la fois des phrases courtes, des phrases potentiellement plus longues, de sauter des lignes, des choses comme ça. On est sur une économie de l'attention. Donc, en fait, sur LinkedIn, typiquement, les 3 premières secondes sont hyper importantes pour que la personne se dise, voilà, je vais regarder plus loin sur le post, je vais cliquer sur voir plus, et puis je vais aller vite sur le post. C'est hyper important d'avoir des choses qui soient assez visuelles, écrire comme on parle, montrer au lieu de raconter. C'est important de raconter, mais c'est aussi important de montrer. D'utiliser des mots forts, d'éviter la forme passive et de chasser les adverbes. Donc ça, c'est pour les règles de copywriting. Et après, je dirais qu'il y a un des éléments et un des facteurs de succès, c'est de travailler l'accroche. Pour moi, aujourd'hui, un succès, vos posts vont marcher si vous avez bien travaillé votre accroche. 80% du succès d'un post, c'est l'accroche. Et donc, hyper important de passer du temps. Si vous devez perdre du temps sur la rédaction de vos posts, c'est sur l'accroche. Et donc, pensez-y parce que c'est ça qui fera le succès du contenu de votre post. Donc, une bonne accroche, c'est une accroche qui n'est pas trop longue, c'est 2 lignes ou 12 caractères max. Allez, vous pouvez faire un peu plus, mais l'idée, c'est d'avoir un truc qui soit impactant, fort dès le départ, qui suscite l'intérêt et la curiosité, qui dévoile le contenu du sujet sans trop en dire. Donc ça, c'est des éléments qui vont favoriser le succès du post. Et puis après, il y a aussi des éléments qui ressortent bien. Le carrousel, ça marche toujours. Le visuel qui est associé au post, etc., etc. Ça, c'est vrai aujourd'hui. Est-ce que ça sera vrai demain? Je ne sais pas. Moi, je crois beaucoup au format vidéo. Je crois beaucoup au format court de moins d'1 minute, comme un peu sur TikTok, typiquement. On y vient de plus en plus. Ça fait un moment que je dis que je veux le faire, moi aussi, de mon côté. Donc, c'est la prochaine tendance. C'est la prochaine. Génial, ce qui nous fait une super transition sur la suite. Est-ce que toi qui es vraiment un expert du sujet, et ça se sent quand tu en parles, on te sent passionné du sujet, donc c'est vraiment agréable. Est-ce que tu peux nous donner quelques étapes clés pour que les équipes puissent se lancer sur LinkedIn? Est-ce que tu as des étapes clés comme ça qu'on pourrait délivrer à l'audience? Ouais, c'est ce que je disais au départ. Je pense que les étapes clés, c'est déjà de démystifier la prise de prise de parole, de leur donner un maximum d'outils, donc se familiariser aussi avec l'algorithme, leur aider à définir leur propre voix et leur personal branding. Donc pour ça, c'est collaborer ensemble et les guider de façon semi-directive, sur qu'est-ce qu'on doit retrouver dans votre ligne éditoriale, quel ton vous voulez avoir, qu'est-ce que vous voulez partager, qu'est-ce que vous voulez que votre audience pense de vous. Donc, de les aider à définir un peu leur ligne édito. Ensuite, de leur donner un peu les techniques pour engager leur communauté. Il y a des gens qui considèrent qu'il faut que faire de la publication de contenu. C'est vrai que c'est mieux.
mais vous pouvez aussi engager votre communauté et vous rendre visible par des commentaires. Stratégie de commentaires, c'est hyper important. Vous pouvez aussi vous faire remarquer de cette façon-là et engager et démontrer votre expertise en allant commenter des posts qui vous semblent pertinents et en dévoilant votre expertise à l'écrit, justement par le biais des commentaires. Pour les engager, je pense que le fait de mesurer, de définir des objectifs qui soient à la fois clairs, ambitieux sans trop l'être non plus, sinon c'est décourageant, et de traquer la performance et de montrer à quel point en fait ils ont de l'impact petit à petit dans le process, ça leur permettra de continuer, ça leur donnera envie de s'avancer sur le challenge. Et je pense qu'un élément, c'est aussi de les sensibiliser à l'utilisation de l'IA pour leur faire gagner du temps. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est le temps. Moi, je considère qu'un post, il ne faut pas y passer plus de 40-45 minutes grand max. Il faut décomposer les étapes de rédaction. On peut d'abord partir sur processer un peu des idées, réfléchir à des idées sur lesquelles on aurait envie d'écrire. Ensuite, on revient sur les idées qu'on a déjà écrites, on choisit l'idée qui nous parle le plus. Et puis derrière, on va écrire les grandes idées qu'on veut dégager de ce truc-là. Donc voilà, et derrière, l'IA. Tu utilises quoi en IA, ChatGPT, des choses comme ça, ou tu as Ouais, des IA un peu particulières? j'utilise ChatGPT et je leur ai fait des prompts justement pour qu'ils puissent Génial. aller rechercher leur ligne édito et l'intégrer dans le prompt pour aller chercher des idées de post, puis ensuite pour aller chercher des accroches, pour renforcer les accroches, puis ensuite pour structurer et écrire les posts. Donc ça fait vraiment, c'est vraiment un game changer. Après, il y a aussi de plus en plus d'outils et je pense qu'on a des gens qui nous écoutent là et je vois Sylvain qui est connecté de chez Copost. Copost, c'est un outil qui permet vraiment de centraliser l'employé advocacy et d'avoir un peu la vue globale sur les postes, d'engager vos collaborateurs à partager leur poste et à vous demander un peu validation, qu'est-ce que tu en penses. Derrière, vous pouvez aussi, depuis cet outil, piloter la publication globale, aller commenter les commentaires que vous recevez en direct, programmer, etc., etc. Et ça, c'est un bel outil aussi pour centraliser. Moi, là, en ce moment, j'utilise Notion parce que je n'ai pas eu le temps de former mon équipe sur la partie Copost, mais c'est un véritable outil aussi qui vous aide à engager vos collaborateurs puisque ça leur donne une vision globale, pas forcément que sur eux, mais sur tout le monde aussi. Et ça, c'est un peu l'effet compétition. Génial. Top. Du coup, on va passer à la conclusion pour que tu nous délivres un peu tes tips. Mais en avant, n'hésitez pas à poser vos questions. On va bientôt passer à la session des questions où vous allez pouvoir bombarder Pierre de questions. Est-ce que tu peux nous parler un peu en gros, les 3 grands tips que tu pourrais donner à l'audience pour qui résume un peu cette session autour de l'employee advocacy? Ok. Le premier, je pense que c'est de définir des champions en interne, Ouais. d'acquérir des gens à votre cause pour en faire quelque chose qui soit vraiment quelque chose de collectif, de pas top-down, un truc qui soit engageant, motivant. Dire voilà, on va définir des champions, qui est volontaire, ok, on y va. Et là, on engage des gens sur des projets cross-team et je trouve que c'est plutôt assez sympa. Et c'est surtout ça qui va permettre que ça fonctionne. Je dirais qu'il faut apporter la valeur ajoutée, bien leur montrer en quoi ils vont se développer aussi par le fait de participer à ce type de projet, de challenge et d'incentive. Du coup, ça m'emmène aussi au fait de gamifier la prise de parole et de proposer des récompenses, un peu une forme de compétition, un concours interne, de prévoir aussi des éléments de reconnaissance. Et du coup, ça veut dire traquer la performance, de traquer la visibilité, de reconnaître l'engagement, la performance. Et à partir du moment où vous avez un collaborateur qui fait déjà un poste, qu'importe le résultat, on s'en fout. En fait, c'est déjà un grand pas. Et c'est comment on reward tout ça, comment on le communique en interne pour créer une dynamique qui soit collective et positive. Et puis après, je dirais qu'il y a un élément qui est le plus challengeant derrière tout ça, c'est comment maintenir le rythme. L'idée, c'est que c'est bien beau de mettre en place de l'employee advocacy et de faire des challenges et de gamifier un peu la chose. Le plus gros des challenges, c'est de savoir maintenir la voilure. Donc, je pense qu'il ne faut pas se fixer des objectifs trop ambitieux non plus, parce que sinon, c'est décourageant et démotivant. Il faut du coup aider les gens, et moi, je crois beaucoup en l'IA,
pour qu'ils puissent adapter leur stratégie de contenu et gagner du temps. Puis derrière, c'est comment on déroule et comment on peut recycler notre contenu. Moi, je considère que déjà, un post égale une idée. Ce n'est pas la peine d'avoir 36 000 idées dans un post. Vous pouvez du coup en faire 36. Si vous avez 36 idées, vous faites 36 posts. Donc, c'est d'être assez concis. Et c'est chaque post peut être répété 3 fois. Alors, évidemment, l'idée, ce n'est pas de faire du copier-coller à chaque fois, mais c'est en termes de recyclage de contenu, éduquer les gens à se dire, OK, j'ai déjà fait un post, j'ai déjà parlé de ça, je ne vais pas republier la même chose. Alors, non, en effet, tu ne vas pas republier la même chose la semaine d'après. Par contre, peut-être que dans 6 mois, tu peux reprendre ce post-là et le reformuler différemment tout en disant la même chose et tu n'as pas besoin de te casser la tête 1000 ans. Donc, vraiment, aborder la création de contenu avec une logique de recyclage. Et ça tombe très bien avec nos logiques de transition écologique. Donc voilà, on fait du recyclage aussi sur la création de contenu. Bonne pirouette. Merci Pierre pour l'ensemble de ces conseils sur cette session. Enfin, vraiment, c'était excellent et ça fait du bien d'entendre toute cette dynamique autour de l'employee advocacy. Là, on va passer un peu aux questions. Donc, on a sélectionné déjà une première question pour toi, Pierre. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses des courtes vidéos? Tu vois, comment le mettre en avant? C'est vrai qu'on en voit de plus en plus sur LinkedIn, c'est favorisé par LinkedIn. C'est quoi ton opinion autour de ce sujet? Moi, je crois beaucoup aux courtes vidéos. Après, il y a un élément qui est que la vidéo sur LinkedIn, moi, je suis assez fan. Par contre, on n'est pas toujours dans des conditions pour regarder des vidéos quand on va sur LinkedIn. On n'est pas toujours avec le son open sur la plupart du temps, c'est sur son téléphone. Des fois, on est dans les transports, on n'a pas forcément les écouteurs, ou alors on est au bureau, entre la pause déj, on regarde ses posts, son feed d'actualité. Bon, néanmoins, je pense quand même que ça marche très bien. Je pense que on va y aller de plus en plus. Là, je vois une grosse tendance, et on le fait tous, hein, mais qui va, je pense, lasser assez rapidement. Donc, il va falloir trouver une façon de se renouveler. Mais je pense que quand on regarde un peu le feed vidéo, ça commence toujours comme ça. 5 conseils pour te démarquer en entretien ou mes 3 conseils pour gagner 10 000 € par mois. Voilà, c'est un peu, à un moment donné, il faut éviter de tomber dans voilà, je suis un génie et je vais t'aider à révolutionner ta vie. Je pense qu'il faut aborder les choses avec quand même pas mal d'humilité et peut-être essayer de se distinguer, puisqu'aujourd'hui, tout le monde fait un peu ce format-là. Essayer de trouver une façon de marquer les esprits plutôt qu'en commençant tout de suite par 5 conseils pour révolutionner ta vie. Voilà, ça c'est mon avis, c'est mon conseil, c'est personnel. Vous en faites ce que vous en voulez et j'ai pas forcément de meilleure solution à date, si ce n'est vous dire essayer de trouver des choses un peu plus différenciantes. Ouais, et là, il y avait une question sur, sur l'engagement de ton COMEX là-dessus. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y en a qui sont vraiment engagés, il y en a qui étaient un peu plus dans l'ombre dessus. Est-ce que tu as réussi quelqu'un qui était dans l'ombre et à à lui montrer qu'elle avait de l'impact en termes de visibilité, etc. Tu as mis le top 4 dessus. Est-ce que tu as réussi à prendre un low performer presque et le rendre peut-être pas super performer, mais déjà lui faire comprendre qu'elle a eu de l'impact? Est-ce que tu as ce retour d'expérience? Bien sûr, parce que même sur les gens qui n'ont pas voulu participer, c'est aussi des gens qui n'ont vraiment pas forcément envie de le faire. Donc, je pense que derrière, il y a quand même des gens qui nous ont dit, même nous, sans avoir participé au challenge, on a appris des choses, puisqu'ils avaient aussi accès à tout le contenu. D'autre part, des gens qui avaient un SSI score assez bas, notamment dans le COMEX, ont grimpé de façon assez fulgurante sur leur visibilité et leur score. Donc, nécessairement, ils ont compris qu'ils pouvaient avoir de l'impact, en plus avec des très beaux scores en termes d'impression, de nombre de vues, de likes, de repartages. Donc, oui, je pense qu'on a réussi collectivement à faire prendre conscience de l'impact et des gens qui se sentent pas légitimes au départ. C'est la crainte de tout le monde, hein, de ne pas se sentir légitime en prenant la parole sur les réseaux, d'avoir peur, de ne pas avoir envie. En fait, aujourd'hui, même là, dans les premiers échanges que je commence à avoir sur les trainings et les formations que je suis en train de délivrer,
je ressors avec des gens qui arrivent au départ avec moi, je viens juste participer à la formation, mais pour voir, et qui ressortent en disant ok, je vais faire le challenge. Donc oui, je pense qu'on arrive à inverser un peu la tendance, et donc on verra bien ce que ça va donner maintenant sur les prochaines semaines. Génial. Allez, une dernière question pour toi et après on te laisse déjeuner tranquillement et tous les participants. Comment tu identifierais un collaborateur qui serait susceptible d'être ambassadeur sur le sujet parce que Hublot, c'est quand même grand aujourd'hui. Est-ce que tu as une technique pour identifier ces ambassadeurs? En général, on les identifie assez souvent parce que c'est déjà des gens qui sont potentiellement assez portés sur les réseaux ou qui ont déjà, et on le sait, une plume un peu affûtée et qui sont assez bons en rédaction. C'est des gens qui sont potentiellement aussi intéressés, challengés par des sujets d'influence, de visibilité, de marketing, de communication ou encore d'IA. Typiquement, demain, si je dois aller chercher des champions, je peux les accrocher sur l'IA. D'autres champions, je peux les accrocher sur OK, vous avez une véritable expertise sur la tech, on aimerait diffuser ce sujet-là et je pense que tu es un véritable expert pour en parler. Ça ne te dirait pas de nous embarquer justement sur le pilier expertise pour nous aider à mieux parler là-dessus. Je pense que ça reste quand même assez facile et l'idée, c'est d'avoir une communication ouverte et transparente sur voilà ce qu'on envisage de faire et on a besoin de vous. Et donc, pour ça, on aimerait identifier des champions chez vous, ou en tout cas, on aimerait identifier des volontaires. C'est rassurer aussi le fait de leur dire ça ne va pas vous prendre 1000 ans. Je pense qu'il faut bien cadrer le projet pour que les gens ne se disent pas non, j'y vais pas parce que ça va me prendre tout mon temps et j'ai mes objectifs à faire. D'ailleurs, vous pouvez aussi les intégrer dans les objectifs. Tiens, d'ailleurs, et vraiment toute dernière, mais je la trouve super intéressante, c'est sur les différents langages, différentes langues. Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? Est-ce que plusieurs langues dans un même message, est-ce que on le voit passer ça, ou juste tu prends le parti pris d'être en anglais parce que plateforme internationale? C'est quoi ton conseil là-dessus? Ça dépend des personnes. C'est super différent en fonction des boîtes et en fonction de la plateforme, en fonction de la personne, de son réseau. Si votre entreprise, son réseau, je prends l'exemple du Hublot. Nous, notre cible, elle est aujourd'hui, on a beaucoup de clients en France et notre cible, elle est donc les professionnels de santé vont pas forcément tous avoir une sensibilité à des messages rédigés en anglais. Et donc, en fait, on sait qu'on va avoir beaucoup plus d'impact en rédigeant nos posts en français. En revanche, typiquement, les gens qui sont sur le marché espagnol chez nous, qui ont dans leur réseau beaucoup de profils espagnols, ça peut valoir le coup de se dire on se lance là-dessus. Moi, je pense quand même qu'à terme, il faut que ça soit aussi en lien avec les objectifs personnels de la personne. Si moi, en tant qu'individu, demain, j'ai aussi envie de me positionner en tant que potentiellement expert chez Hublot, bien sûr, mais aussi je parle à une cible internationale et j'ai envie de parler l'anglais dans mes posts, faites-le. Typiquement, chez nous, Lucie, notre DRH, elle fait ses posts en anglais puisque sa cible est majoritairement, parce qu'elle a vécu en Allemagne avant et son réseau est majoritairement anglophone. Ok, génial. En tout cas, un grand merci Pierre pour ton expertise. Je tiens à te remercier parce que c'était de grande qualité. Et voilà, il y avait toute une petite équipe aussi derrière, Tiffany, Agathe, Julien, je pense que vous en avez entendu parler, qui vous a fait venir sur l'event. Donc du coup, je tiens à la remercier aussi. Donc merci à toi, Pierre, pour ton engagement et toute ton énergie dans cette thématique. Donc c'était un vrai plaisir que de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Et si vous avez besoin de conseils ou de tips, besoin d'un avis ou autre, n'hésitez pas à me solliciter. Voilà. Bon, génial. Merci et bon appétit à tous. À bientôt.